Bonjour. Merci d'être là dans cette magnifique journée. La présentation, moi, va faire suite à celle de Jasmine, c'était même pas prévu. T'as-dit une phrase. Oui, dans ton titre, je me rends compte de quelque chose que j'ai vu. J'ai eu des résultats significatifs, sinon ça n'aurait été pas pratique pour ma thèse. Ben, moi, je vais faire une présentation sur. Tu sais, je veux dire, Pour moi, je fais les règles, c'est le non, point. non, je sais. Mais c'est juste que moi, je me suis retrouvé dans l'inverse. Dans mon projet de maîtrise, je n'ai eu aucun spoiler alert, ou divulgateur en français. Je n'ai eu aucun, ben, j'en ai eu un, mais il était pas. Je vais vous le présenter, mais j'ai eu aucun résultat significatif. Puis je vous présente un peu le projet, puis qu'est-ce qu'on a fait avec ces résultats-là. Et la pertinence, c'était vraiment pour vous montrer, ben, en exercice, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est quoi une des avenues qu'on peut faire. Donc, le titre est un peu trompeur, c'est interpréter les résultats négatifs spécifiquement dans le contexte de mon projet de maîtrise, qui était le projet DT2A. Donc, ce n'est pas en général en exercice, c'est vraiment nous ce qu'on a fait pour ce projet-là. Donc, le diabète de type 2 et l'hypertension. Le diabète de type 2, en commençant, c'est une condition métabolique chronique qui va occasionner des hyperglycémies, hyperinsulinémie. Ces phénomènes-là vont favoriser le développement d'un état de rigidité artérielle qui va altérer la compliance artérielle, donc des artères et vaisseaux sanguins, notamment par divers mécanismes, dysfonction endothéliale, processus d'athérosclérose, etc., qui va mener potentiellement à l'augmentation de la pression artérielle de repos et augmenter le risque d'être diagnostiqué avec l'hypertension. Donc, si on regarde la prévalence chez la population en général, l'hypertension, c'est quand même 29% des personnes qui vivent avec l'hypertension. Par contre, quand on regarde avec les personnes spécifiquement qui ont le diabète de type 2, ben, cette prévalence-là augmente à 74%, donc le 3/4 des personnes. Et avoir les deux conditions, le diabète de type 2 et l'hypertension, augmente beaucoup le risque de décès et le risque d'événements cardiovasculaires. Pour essayer de contrôler la pression artérielle, ben, l'exercice est recommandé. Il permet de réduire la pression artérielle même chez les individus qui souffrent d'hypertension persistante, lorsqu'on n'est pas capable de réduire la pression artérielle même avec 2 médications ou plus. D'une ampleur similaire avec les études qui ont des interventions pharmacologiques sans les effets secondaires qui peuvent arriver des fois avec. Et après cette même séance, avec le phénomène qu'on appelle l'hypotension post-exercice, qui est en fait la réduction de la pression artérielle après l'effort et qui est causée par un déséquilibre entre le cardiac output, qui est le débit cardiaque, et la résistance vasculaire. Ça peut durer quelques minutes à plusieurs heures, hein, et on peut mesurer cette hypotension post-exercice-là, soit avec des moniteurs automatiques, mais ça prend quelqu'un qui est tout le temps là, ou avec des moniteurs ambulatoires. Donc, ceux qui connaissent, c'est en fait un petit moniteur qu'on porte à la ceinture qui prend la pression artérielle à chaque 20 minutes quand la personne est en condition de vie réelle. Donc, ça nous permet d'avoir un portrait plus global de la variation de la pression artérielle parce que la nuit, le matin ou l'après-midi, on a des variations normales de la pression artérielle. Donc, avec ça, ça nous permet d'aller chercher ça, des variations qui sont nocturnes aussi, et diagnostiquer le syndrome de la blouse blanche ou l'hypertension masquée. Donc, à l'hypertension, exercice, entraînement par intervalle de haute intensité. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire l'exercice aérobie. Et une de celles-là, c'est le HIIT, le fameux HIIT, qui s'est démarqué dans les dernières années par une augmentation, des améliorations plus importantes de la capacité cardio-respiratoire maximale, améliorer la fonction endothéliale, qui, je vous rappelle, est impliquée dans le développement de l'hypertension, un meilleur contrôle glycémique chez certaines populations, certaines études, et provoquerait des hypotensions post-exercice aussi, mais à un temps d'entraînement moins grand. Et vu que le manque de temps perçu, c'est une des principales barrières à l'exercice, c'est là que le HIIT devient intéressant. Et pourquoi le HIIT provoquerait des hypotensions post-exercice? Ben, c'est à cause de la contrainte de cisaillement, qui est en fait la force mécanique appliquée par le flux sanguin sur les parois endothéliales. Et ça, ben, ça favorise le relâchement de composés vasoactifs qui va provoquer une vasodilatation des vaisseaux pour essayer de maintenir l'homéostasie vasculaire pour pas qu'il y ait d'insultes mécaniques trop importantes sur l'endothélium. Donc, si oui, c'est ça. Donc, dans les phénomènes qui provoquent l'hypotension post-exercice et le composé de vasoactif, ben, la contrainte de cisaillement semble être la plus importante. Et si, en contexte de HIIT, on est capable de provoquer
une contrainte de saignement plus importante, ben peut-être qu'on est capable de favoriser la vasodilatation et améliorer l'hypotension post-exercice. Il y a plusieurs façons de faire du HIIT, le fameux HIIT. Il y en a deux principalement dans la littérature, le HIIT 4 et le HIIT 10. Donc, HIIT 4 qui est 4 minutes, 4 fois 4 minutes à 90% de la fréquence cardiaque maximale. Et le 10 fois 1 minute à 90% de la SMS. Premièrement, le HIIT 4 qui en fait a été adapté du domaine sportif et qui a été un peu amené vers les populations atteintes de maladies cardio-métaboliques. Mais comme vous l'avez probablement vu, à chaque fois que je présente ça, puis je présente les 4x4, les yeux des gens font ça, c'est beaucoup de volume à haute intensité. Et on sait que le volume à haute intensité, c'est un risque de drop-out, d'abandon, chez les personnes qui sont sédentaires. Et pour la pression artérielle ambulatoire, ce qui nous intéresse, ça semble réduire la pression artérielle chez les populations atteintes de syndrome métabolique, mais on n'en sait pas plus que ça. Donc, en réponse directement à ça, il a été développée l'approche de faible volume qu'on appelle, qui est le 10-1, et qui était proposée pour répondre justement aux barrières spécifiques du HIIT 4 dans cette population-là. Mais par exemple, vu qu'il y a un plus faible volume, les résultats sont parfois inconstants, notamment l'amélioration du VO2 max, qui pourtant est démontré comme étant largement amélioré par des entraînements de ville. Et pour la pression artérielle ambulatoire, ce qui nous intéresse, réduction de la pression artérielle durant le jour chez des personnes normotendues, mais on n'en sait pas plus. Et nous, de notre côté, notre laboratoire, il y a des données préliminaires qui démontrent que si cet intervalle de 1 minute, donc encore plus faible volume que 10 minutes, ben ce n'est pas efficace pour réduire la pression artérielle ambulatoire. Donc, il semble avoir un seuil minimal à atteindre pour réduire la pression artérielle. Fait que nous, on s'est dit, ben, c'est les deux plus populaires. C'est comme une gang de chaque bord. On va les comparer. Je vais aller plus vite pour qu'on ait le temps des questions, là, mais grossièrement, l'objectif était de déterminer l'effet aigu des deux modalités sur l'hypotension post-exercice et la pression artérielle ambulatoire et examiner des indices estimés de rigidité artérielle parce que le mobilographe, qui est en fait le moniteur qu'on a utilisé, permet de les estimer. Fait qu'on a juste décidé de les regarder en parallèle. On a recruté des femmes âgées de 60 à 80 ans qui souffraient inactives, qui souffraient de DT2 et d'hypertension, donc les deux maladies, les deux conditions. On a recruté 15 femmes avec NALU, que vous connaissez, réseaux sociaux, affiches de recrutement, vous le savez. Donc, il y avait une rencontre initiale où on caractérisait l'échantillon, composition corporelle, etc. Et on faisait un test de capacité cardio-respiratoire maximale pour déterminer les fréquences cardiaques maximales, parce que c'est avec ça qu'on prescrivait. Ensuite, suivait pendant 2 semaines 4 à 5 séances de familiarisation où on s'assurait que les personnes étaient bel et bien capables de faire le 4x4 et le 10x1. Et on les habituait aussi à se faire prendre la pression artérielle, c'est pas tout le monde qui aime ça, se faire serrer le bras. C'était pour les habituer aussi à ça. Ensuite, il y avait la période d'intervention, c'est un crossover, on regarde en aigu, donc chaque personne fait les 3 conditions, séparées par au moins 48 heures, pour s'assurer d'un certain wash-out entre les deux conditions. Il y avait une condition contrôle qui n'était jamais randomisée. En fait, il commençait tout le temps avec la condition contrôle, et ensuite étaient randomisées les 2 conditions d'exercice qu'ils effectuaient en chassé-croisé. Et les pentes et les vitesses qu'on utilisait dans les 2 modalités, ben, c'était celles qui avaient bel et bien provoqué 90% de la FC max lors des familiarisations et lors du test cardio-respiratoire maximal. Donc, on les confirmait avec les familiarisations aussi. Les variables d'intérêt sont séparées en comme 2 périodes. Il y a la période d'observation, qui est vraiment l'hypotension post-exercice après l'effort. En fait, il restait assis en activité passive de 4 heures au laboratoire, il restait avec nous. Et ensuite, il partait pour les 20 prochaines heures, et bien, le moniteur continuait à prendre des pressions artérielles. Et on a analysé ces 2 périodes-là séparément et ensemble. Pression artérielle chaque 20 minutes le jour, chaque 30 minutes la nuit, qui suit les recommandations. On a regardé la pression systolique, diastolique et moyenne. Pour la pression ambulatoire, ben, on a regardé les indicateurs estimés de rigidité artérielle et la variabilité de la pression artérielle. Donc, vous devez sûrement
Ça, c'est l'échantillon, en fait. Et la seule chose que je vais attirer votre attention, c'est regarder leur HbA1c, leur glucose à jeun et leur pression artérielle de repos. Vous pouvez voir que c'était quand même des personnes qui étaient relativement bien contrôlées. Ça va être utile pour plus tard. Pression artérielle post-exercice. Donc, systolique, diastolique, pression artérielle moyenne. Je vais résumer ça bien rapidement. Faites condition, faites temps, pas d'interaction. Rien. Pression artérielle ambulatoire. Même chose. On séparait le 20 heures tout seul, ou on prenait les 24 avec la période d'observation. Systolique, diastolique, pression artérielle moyenne, variabilité de la pression artérielle. J'ai sépare le jour, j'ai sépare la nuit. J'avais 167 variables dans mon entrée SPSS. Bien. Là, je commençais à capoter, comme on dit. Indice de rigidité artérielle. Ah, quelque chose de significatif. La pression pulsée, qui est en fait la pression systolique moins la diastolique. Un effet durant les conditions, durant la nuit, en fait, juste durant la nuit. Mais sinon, si on prenait ambulatoire, le 24 heures, post-exercice, rien d'autre. Fait que là, je me suis retrouvé avec une mémoire à écrire, et puis pas grand résultat. Fait que j'ai dû aller creuser un peu plus sur pourquoi ça n'avait pas marché. Donc, oui, il y a eu gros diapo de texte, mais on va y passer un par un. Pression pulsée, mon seul résultat significatif. Donc, durant la nuit, après les deux conditions d'exercice, pas de différence entre les conditions. Les participants avaient une pression pulsée inférieure. Mais leur pression pulsée était déjà dans les valeurs considérées normales pour leur âge. Donc, là, j'étais comme, résultat significatif statistiquement, mais cliniquement, on ne sait pas. Donc, à ce moment-là, j'ai dû départager entre c'est quoi un résultat significatif statistiquement et cliniquement. Premier apprentissage, on va dire. Et c'était en résultat IQ, fait qu'à long terme, on peut émettre des hypothèses, mais on ne sait pas. Et sinon, comment ça se fait qu'on n'a pas eu d'effet? Parce que l'exercice, c'est une des premières affaires qu'on apprend au baccalauréat en kinésiologie pour notre part, mais c'est l'exercice réduit à pression artérielle. Puis nous, ça n'a pas marché. C'est sûr que nous, c'était les femmes vieillissantes qui avaient le diabète type 2 et l'hypertension, deux conditions qui partagent les mêmes facteurs de risque et qui s'influencent l'une l'autre. Et le diabète type 2 particulièrement est lié à des dysfonctions, comme je l'ai mentionné, endothéliales, qui, elle, est responsable du relâchement de composés vasoactifs en réponse à la complainte de cisaillement que je vous ai mentionné. Fait qu'on avait une condition qui affectait directement les processus physiologiques responsables. Donc, peut-être que c'était parce qu'il y avait un diabète de type 2 et l'hypertension. Deuxième apprentissage, si on peut dire ça comme ça, j'ai dû rentrer dans le diabète de type 2, comment ça influence l'endothélium, comment ça influence les réactions vasculaires après l'exercice. Sinon, une autre hypothèse, c'était peut-être que on avait peut-être un effet plancher, parce que comme je vous ai montré, il y avait déjà des pressions artérielles considérées comme bien contrôlées. Cette population-là avait en bas de 130 sur 80. En fait, il y avait des meilleures pressions artérielles que moi. Fait que, c'est pas difficile, mais leur pression artérielle était plus belle que moi, ils étaient médicamentés pour. Et là, en fait, c'était comme, peut-être qu'on a un effet plancher, on n'est pas capable de le réduire plus que ce qui est considéré comme normal. Troisième apprentissage, le principe de Wilder, qui en fait stipule que l'ampleur et la direction d'un processus physiologique à une intervention donnée va dépendre de son valeur initiale. Fait que, pression artérielle, si je veux la réduire, mais elle est déjà considérée comme normale, ça se peut que ça soit un peu plus difficile que quelqu'un qui est à 150. Glycémie, ça s'applique aussi. Si on a quelqu'un qui a une glycémie qui est normoglycémique, qui a une glycémie de 5, peut-être que l'exercice, normalement, quelqu'un qui est en santé ne devrait pas réduire. Si on a quelqu'un qui est diabétique qui arrive avec une glycémie de 9, 13, même qu'on a déjà vu, quand ils finissent l'exercice, des fois, ça tombe à 8, 7. C'est sûr que c'est comme plus facile. Ce n'est pas des ampleurs qu'on pourrait aller chercher avec des personnes normoglycémiques. Et le dernier, en fait, qui était le statut d'entraînement.
parce que les personnes étaient inactives, pas entraînées. Et il semble avoir, dans la littérature, des raisons de croire que la capacité cardio-respiratoire et l'entraînement favoriserait la réponse hypotensive après l'exercice. Donc, il y a 2 études qui ont démontré qu'après une intervention, bien traduit, c'est le HIT. Là. Donc, avant une intervention d'entraînement de 12 semaines, le HIT ne produisait pas de réduction de la pression artérielle. On entraîne les personnes 12 semaines. Après ça, le HIT était la seule modalité. Il y avait, je pense, combiné et entraînement modéré. HIT était la seule modalité qui réduisait la pression artérielle. Donc, peut-être qu'il faut un entraînement avant de potentialiser les effets du HIT. Et il y a une autre étude qui est observationnelle, qui en fait a trouvé une corrélation positive entre le VO2 la capacité cardio-respiratoire, et la pression artérielle, la réduction de la pression artérielle après l'exercice. Donc, les personnes qui avaient une plus grande capacité cardio-respiratoire étaient ceux qui observaient une réduction de leur pression artérielle plus importante après l'exercice. Fait qu'après ça, dernier apprentissage, je me suis dit, ben, le statut d'entraînement, on va voir à quoi ils se sont vraiment entraînés. Parce que l'intensité semble être le déterminant de la réponse après l'effort ou le VO2 pic. Je me suis dit, bon, mais je vais calculer à quelle intensité ils se sont entraînés pour voir si effectivement on était à haute intensité. Donc, les entraînements provoquaient 90% de la fréquence cardiaque maximale, on l'a confirmé. Mais si je prenais la vitesse et la pente qui étaient utilisées dans les entraînements et que je calculais en fait avec une équation de prédiction, le VO2 à laquelle ils s'entraînaient et donc le METS, donc métabolique équivalent of task, qui est un indicateur d'intensité, ben, ils s'entraînaient en moyenne à 4,75 METS, qui est en dessous du seuil de 6 METS qui est identifié par l'OMS. Et la CSM, American College of Sport Medicine, est le dernier compendium. Donc, même si avec les entraînements, on provoquait 90% de la fréquence cardiaque maximale, ça ne permettait pas à ces gens-là d'atteindre ce qu'on pourrait considérer une intensité élevée, probablement à cause de leur statut d'entraînement. Et quand on regardait leur capacité cardio-respiratoire, la majorité se trouvait dans le 10e et 25e percentile. Donc, identifié comme faible selon le Fitness Registry and Importance of Exercise National Database. Conclusion, ben, nos 2 modalités, nous, on réduit la pression pulsée, mais comme je l'ai mentionné, c'était statistiquement significatif, cliniquement, on ne sait pas. Et on ne peut pas vraiment dire que les 2 modalités ont eu un effet sur la pression artérielle chez notre échantillon. Et pour l'instant, il ne semble donc pas avoir d'effet du volume, hein, parce qu'il y avait 10 fois 1 minute, 4 fois 4 minutes, donc c'est 16 minutes versus 10. Et le 16 minutes n'est pas sorti comme grand gagnant. Est-ce que ça suppose? Ben, on peut peut-être pas nécessairement généraliser les résultats de la littérature auprès de populations différentes. Et nous, dans notre cas, c'était des femmes post-ménopausées atteintes de diabète de type 2 et d'hypertension inactive avec une faible capacité cardio-respiratoire. Ben, peut-être que dans ces contextes-là, la littérature ne peut pas nécessairement s'appliquer et il reste du travail à faire. Moi aussi, j'ai des conclusions plus personnelles. Donc, vu que je savais que je passais en dernier, j'ai dit, ben, j'espère que ça vous a donné une idée de ce qu'on fait à l'unité 56. De ne pas oublier pour les étudiants de maîtrise, là, parce que je suis juste passé par là à date, mais l'absence de résultats, c'est quand même un résultat. On a quand même un billet en sciences de publier des résultats qui ne sont que significatifs. Donc, pas oublier ça. Possibilité de publier dans les résultats dans les bons journaux. Donc, on a eu la bonne nouvelle la semaine passée que les résultats, ben, l'article qui fait l'objet de ces résultats-là est accepté dans un article quand même assez bon dans notre domaine. Donc, ce n'est pas dramatique, on peut quand même s'en sortir, même si... Ça en a sorti. On peut publier dans les journaux qui ne sont pas Q1, puis on s'en sort très bien aussi. Ça, je voulais dire, mais tu sais, je pense que l'importance de votre interprétation quand vous avez des résultats significatifs, là, prend tout son sens parce qu'il faut trouver pourquoi ça n'a pas marché pour ne pas reproduire ces erreurs-là. Et là, c'est facile à dire a posteriori, mais c'est une chance d'approfondir vos connaissances et votre raisonnement. Moi, je n'ai pas eu le choix. Et ça a été des connaissances que j'utilise en ce moment pour mon doctorat. C'est pas perdu. Puis aussi, je voulais présenter en disant, ça se peut qu'on s'emporte. Parce que vous pouvez voir
de quoi on a besoin pour interpréter des résultats en exercice, nous qui est unité en activité physique et en exercice. Parce que des fois, je vois Éléonore, je vois Hugo qui pose beaucoup de questions, des fois dans des présentations, puis c'est pas qu'on veut vous piéger, c'est qu'on a besoin de ça pour comprendre. Parce que des fois, ça permet d'apporter une interprétation des fois qui est différente. Parce que sinon, moi, je vais faire comme le hit ne marche pas. Ben, c'est peut-être pas que le hit ne marche pas, c'est que cette population-là, qui avait déjà des pressions artérielles bien contrôlées, faible capacité cardio-respiratoire, vous me suivez, là. Il y a comme beaucoup de couches à ajouter, fait que c'est pas qu'on veut vous piéger, c'est que des fois, on a besoin de juste se situer. Bonjour à tous, j'allais dire bon appétit, mais je pense que vous avez déjà tout terminé, fait que je vais garder ça. Donc, dans le fond, moi, je prends une direction un peu plus différente parce que je n'ai pas tant de résultats de recherche, mais c'est plus de faire part, en fait, de mon expérience que j'ai eue. C'est un stage que j'ai effectué, en fait, en début d'année, donc de janvier jusqu'à fin juin. Donc, j'ai fait un stage au sein du Centre international de recherche sur le cancer, donc qui appartient à l'OMS, où c'était absolument extraordinaire, puis vous allez pouvoir le voir. En fait, je vais avoir un sourire tout le long. Ça va être quand j'en parle, en fait, à certaines personnes, la plupart des questions qui reviennent, c'est tout le temps « Et c'est où, ça? » Fait que le Centre international de recherche sur le cancer est en France, à Lyon, plus précisément, qui est une ville qui est quand même relativement belle. Fait que c'est horrible de faire un stage là-bas. Ça prend, là. Et en fait, donc, le centre, c'est quand même relativement ancien. Désolée si je suis du monde, mais c'est pas voulu. Mais ça a été créé en 1965. Donc, vraiment désolée. En fait, pour vous remettre un peu en contexte, en 1965, on commençait à voir qu'il y avait une recrudescence des cas de cancer. Donc, c'était pas encore mentionné OMS, mais du moins, c'était l'Assemblée, je ne sais plus quoi, sur la santé, avec différentes personnalités, en fait, en santé en France, ont voulu justement créer un centre qui appartient à l'OMS, mais qui s'intéresse uniquement au cancer pour essayer de diminuer son fardeau au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que c'est à Lyon, c'est vraiment ici que ça a été signé, en fait, le CIRC. Donc, au début, ça a été 5 pays qui ont créé donc, le CIRC. Ça a été donc la France, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, donc, qui se sont mis ensemble. Donc, ça a été les 5 premiers pays membres. Et au fur et à mesure donc, des années, on se retrouve avec 29 États membres qui participent maintenant, qui siègent en fait sur le comité scientifique de l'OMS, du CIRC. Et l'objectif donc de ce centre de recherche, c'est vraiment de promouvoir la collaboration internationale dans la recherche sur le cancer. Et en fait, vous allez voir un petit peu plus en détail quels différents types de recherche se fait là-bas. Donc, voici une carte donc, de tous les 29 pays participants aujourd'hui. Cette année, d'ailleurs, il y en a 2 nouveaux qui ont été acceptés, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Donc, il ouvre encore, en fait, c'est directement les pays qui envoient leur candidature pour savoir s'ils peuvent faire partie et donc de collaborer internationalement donc, sur la recherche. Donc, je voulais vous présenter en fait la structure et donc les différents champs de recherche qui se donnent là-bas. Donc, ici, vous avez donc la directrice qui est Elisabeth Wedepath, qui est donc la directrice actuelle depuis 2019. Qui est en fait juste en dessous donc, du directeur général de l'OMS, qui est donc le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Et donc, elle gère en fait 9 branches différentes qui travaillent sur le cancer. Donc, on a une première branche qui est la branche CSU. Donc, eux sont vraiment sur la mise à jour de toutes les banques, les bases de données ou même les statistiques qui sont en lien avec le cancer, donc les différents types de cancers, pour être capable d'avoir des données pour passer à l'action beaucoup plus rapidement. Par exemple, parce que vous avez vu en ce moment, on voit qu'il y a une recrudescence de cancer colorectal chez les jeunes de 30 à 40 ans. J'ai dit jeunes, puis c'est vraiment vrai. Donc, eux sont vraiment là-dedans pour essayer d'être le plus préventif possible pour arriver ensuite à passer des choses à l'action. Ensuite, on a la branche donc Genomic Epidemiology. Eux autres s'intéressent beaucoup à la compréhension donc, de l'étiologie de différents types de cancers. Donc, souvent, un chercheur va s'intéresser à un cancer en particulier et aussi tous les facteurs qui influencent la survie à la maladie. Et leur but, c'est vraiment d'améliorer la détection précoce pour éviter, en fait, pour diminuer le plus possible le fardeau du cancer. Ensuite, on a une autre branche, la branche NMI, Nutrition and Metabolism.
Celle-ci, je vais vous la détailler un peu plus tard parce que c'est là-dedans en fait, que j'ai fait mon stage, donc je vous la détaillerai un petit peu plus tard. Ensuite, donc, on a la branche ENV, Environment and Lifestyle Epidemiology. Donc, eux s'intéressent, c'est vraiment très, très, très global, puisqu'ils essaient d'identifier les facteurs de risque modifiables, mais aussi les facteurs de protection qui, en fait, sont littéralement qui nous entourent. Donc, on a vraiment toutes les substances qui peuvent être dans l'eau, le sol, l'air, celles que l'on retrouve à domicile, celles que l'on retrouve aussi au travail, les substances chimiques, par exemple, dans les lieux industriels. On va avoir aussi tout l'environnement dans sa manière la plus globale. Les coutumes, les comportements individuels, le contexte socio-économique. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui vont essayer d'analyser pour voir quels seraient potentiellement les facteurs cancérogènes à différents types de cancers. Ensuite, on a la branche EGM. Donc, eux autres, c'est Epigenomics and Mechanisms. Donc, eux, ils sont vraiment dans la compréhension des causes du cancer et tous les mécanismes de cancérogénèse. J'ai appris qu'il y a une différence entre cancérogénèse et cancérigénèse. Enfin, je ne le savais pas. Mais cancérogénèse, c'est vraiment les facteurs au développement du cancer, tandis que cancérigénèse, c'est pour le développement lorsque la maladie est déjà arrivée. Donc, voilà, j'ai appris quelque chose. Je ne sais pas si j'apprends quelque chose d'autre à d'autres personnes. Et l'autre mission de cette branche-là, c'est aussi d'étudier donc, les altérations moléculaires. On parle donc de génomique et épigénomique sous l'effet de facteurs environnementaux ou comportementaux. Ensuite, on a une branche, donc EPR, Early Detection, Prevention, Infections. Donc, eux autres s'intéressent particulièrement à toutes les cancers, mais d'origine infectieuse. Donc, on parle ici le VPH, donc le virus du papillome humain, l'hépatite A et B, et on va aussi parler de l'hélicobacter pylori. Donc, ils font en sorte de autant essayer d'avoir un dépistage le plus tôt possible, mais ils vont mettre aussi en place des programmes directement sur place pour favoriser la vaccination et éviter potentiellement donc, le développement de cancer. Ensuite, il y a la branche ESC. Donc, eux, c'est Evidence Synthesis and Classification. C'est l'une des branches, je pense, qui a un transfert de connaissances le plus important parce que leur mission, c'est notamment d'écrire les Blue Books, donc qui sont utilisés par les oncologues et médecins. Donc, c'est vraiment, par exemple, le dernier en date qui est sorti, c'est un Blue Book sur les cancers hématologiques. Donc, c'est vraiment la référence pour les oncologues pour leur pratique. Ils vont aussi mettre à jour la classification du CIM-10 pour tous les types de cancers. Et il y a aussi un autre pan sur lequel ils s'intéressent, c'est l'identification des agents cancérogènes. Donc, ici, on parle de substances chimiques, physiques, biologiques et les expositions. Je pense que vous avez dû en connaître quelques-uns, et notamment tous les faits en fait, de la viande rouge sur le développement de cancer. C'est eux autres donc, qui ont identifié ce facteur-là. Il y a eu le TALC aussi récemment qui ont fait les PFAS. Je ne sais pas si vous connaissez les perfluoroalkylés. Donc, c'est une substance qu'on retrouve souvent dans les matériaux Gore-Tex, puis on suppose maintenant qu'il y a un risque de cancer. C'est plus lequel en particulier, mais en tout cas, il y a vraiment une évidence avérée de cancer avec cette substance. Donc, c'est l'une que je trouve qui est vraiment, le travail est quand même relativement colossal. Et ensuite, donc, on a deux autres branches, le LCB et SSR, qui sont beaucoup plus dans la mobilisation des connaissances. Donc, le LCB, c'est orienté pour les chercheurs et les chercheurs qui travaillent au sein du cirque. Mais aussi, mettons, ça va être l'organisation de congrès, l'organisation de symposiums pour essayer de rendre accessibles les résultats du cirque à d'autres chercheurs qui sont dans le même domaine. Et la branche SSR, c'est beaucoup plus dans la mobilisation des connaissances, mais avec les instances qui sont un petit peu plus au-dessus, donc la Commission européenne ou même d'autres. Santé beaucoup plus globale, l'OMS notamment. Donc, ces différentes branches sont séparées. Si vous voulez, là, le cirque a comme 4 piliers différents. Donc, la première branche va s'intéresser beaucoup à toutes les données pour agir. Ensuite, le deuxième pilier, c'est vraiment dans la compréhension des causes, donc le développement de cancer. Ensuite, on a un troisième pilier qui essaye de transformer les connaissances en prévention. Et ensuite, on a vraiment un dernier pilier qui est sur la mobilisation des connaissances. Donc, comme je vous disais, j'ai fait donc, mon stage dans la branche MMI. Il y a 3 missions principales. Notamment, la première, c'est de comprendre
Donc, le rôle de l'obésité et des dysfonctions métaboliques dans le développement de différents cancers. Moi, j'étais avec un chercheur qui était beaucoup plus dans les cancers gastro-intestinaux. Ils veulent également essayer d'identifier les biomarqueurs liés à l'alimentation et la nutrition dans l'étiologie de ces différents cancers. Et aussi d'étudier l'effet de la multimorbidité, ici celui-là, et les voies biologiques communes au cancer, au diabète et aux maladies cardiovasculaires. Et en fait, dans cette branche en particulier, les données qu'ils vont utiliser pour arriver à avoir donc, les résultats, c'est basé sur une étude de cohorte prospective qui a été lancée en 1992. Donc, ça commence à faire un long suivi auprès de ces personnes. Donc, ils ont commencé le recrutement en 92, ils s'est arrêté en 98 et ils ont recruté au total 520 000 personnes. Ils sont répartis dans 10 pays européens. Donc, ils ont quand même un portrait global, on va dire, de qu'est-ce qui peut se passer au niveau européen. Et ce n'est pas tout à fait 30 ans de suivi, mais on s'en rapproche quand même tranquillement de 30 ans de suivi. Et ça représente environ 4 millions d'échantillons biologiques. Donc, il y a quoi travailler en fait avec cette base de données. Et donc, plus particulièrement, j'ai travaillé sur la base de données EPIC et j'ai fait ça sous la supervision du docteur Mazda Jenab, qui est donc épidémiologiste en cancer. Il s'est spécialisé après ça en sciences de la nutrition, en épidémiologie moléculaire. Et ses intérêts de recherche, donc, comme je disais, c'est vraiment orienté sur les causes et mécanismes des cancers gastro-intestinaux, donc particulièrement le cancer du foie, le cancer du colorectal et le cancer de l'estomac. Et toujours avec ce lien entre la nutrition et l'obésité. Et quand moi, je suis arrivée pour mon stage, il s'intéressait notamment au MASLD, qui est la nouvelle nomenclature, si vous voulez, de la stéatose hépatique non alcoolique. Ceux qui connaissent, je peux en fait aller plus en détail, juste pour vous remettre en contexte, puis là, j'arrive un peu plus dans mon projet de recherche. Dans le fond, avant, on appelait le NAFLD, qui était donc la stéatose hépatique non alcoolique. Il y a eu un consensus Delphi, en 2023 pour changer justement cette terminologie, que l'on vient aussi changer un petit peu dans ces critères. C'est-à-dire qu'avant, le NAFLD, c'était vraiment la deuxième étape, donc la stéatose hépatique, qu'on voit, mettons, d'un foie en santé jusqu'à un cancer hépatique. Et maintenant, le MASO, ça introduit des troubles métaboliques. C'est-à-dire qu'une personne avec une présence de MASO, c'est une stéatose hépatique avec au moins un des 5 troubles métaboliques qui sont soit donc l'obésité, la dyslipidémie, l'hyperglycémie, l'hypertension ou l'hypercholestérolémie. Après ça, de la même façon, avant, on avait aussi le NAFO, ça transformait en NASH quand on ajoutait une consommation d'alcool. Ça reste dans la même idée, puisque si on rajoute une consommation d'alcool, on développe une MET-ALD. Donc, c'est vraiment cette nouvelle nomenclature qui est présente aujourd'hui avec laquelle on travaille. Puis la problématique en lien avec ça, c'est que non seulement la stéatose hépatique, ça devient une maladie du foie qui est de plus en plus prévalente. On estime à peu près à 30% des personnes atteintes de la stéatose hépatique, mais on suppose qu'on sous-estime ce nombre parce que c'est asymptomatique. Et la plupart du monde, quand on va consulter, c'est pas forcément pour cette problématique, mais si par exemple il y a, je sais pas, un diabète non contrôlé ou mal contrôlé, souvent on va aller faire une imagerie du foie pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est là qu'on peut détecter une stéatose hépatique, mais généralement, c'est pas la raison d'une consultation. Donc c'est peu accessible. Et dans les études antérieures, on avait démontré que le NAFO, donc la stéatose hépatique non alcoolique, était associé à un plus grand risque de cancer colorectal. Donc, on voulait voir si, avec cette nouvelle terminologie, on était capable aussi de voir s'il y a cette association qui est encore vraie, d'autant plus qu'on rajoutait les troubles métaboliques à l'intérieur de cette définition. Et on a aussi un autre problème, c'était toujours des problématiques là-dedans, mais c'est que c'est pas forcément avoir une imagerie ou une biopsie, c'est très difficile d'avoir dans une étude de corps prospective parce que ça coûte cher, puis c'est pas forcément le sujet non plus de la cohorte. Donc, c'est peu accessible. Pourquoi, en fait, on a utilisé, c'est pourquoi on a utilisé, en fait, un proxy. Donc, on a utilisé l'indice de foie gras qui était développé par Bedoni.
qui permettait d'estimer la présence de la stéatose hépatique. Mais là, on ne sait pas, en rajoutant les autres troubles métaboliques, est-ce que ça vient perturber l'indice? Parce que si vous voyez en note, en fait, l'indice du foie gras, ça prend en considération le gamma-glutamate-transférase, qui est une enzyme sécrétée par le foie, mais on a aussi les triglycérides, l'IMC et le tour de taille. Mais dans l'obésité, on prend aussi l'IMC et le tour de taille comme référence. Et pareil pour l'hyperlipidémie, c'est aussi les triglycérides. Donc, on avait une problématique avec la création d'un indice pour identifier le MASLD. En plus de ça, une autre problématique, ça c'était juste une problématique, c'est que donc nous, on s'intéresse au cancer colorectal, mais les personnes qu'on a identifiées qui ont développé un cancer colorectal, on avait justement les données du DGT, donc du gamma-glutamate transférase, qui étaient manquantes. Donc, on n'était pas non plus capable de calculer comme il fallait l'indice de foie gras. Donc, avec tout ça en images, on avait donc deux objectifs. Finalement, c'est élargi en un énorme objectif. Vous allez comprendre un peu plus, mais le premier, c'était donc de valider l'utilisation du FLI pour estimer la présence de MASLD. On a un petit peu tweaké par la suite. Et on voulait aussi, dans un deuxième temps, vérifier s'il y avait une modification entre l'association de la stéatose du MASLD et le cancer colorectal. Donc, est-ce que ça augmente davantage le risque de cancer colorectal ou non? Donc, pour essayer d'explorer toutes ces questions, dans le fond, on est parti donc de la cohorte épée, des 520 000 participants. On a sélectionné deux sous-cohortes. Donc, c'est une score de cas incidents de DT2 et ceux ayant développé des troubles cardiovasculaires. C'est à peu près 15 000 personnes. On a choisi, en fait, avec 15 000 autres personnes qui sont des témoins sélectionnés. On avait une base de données d'environ 30 000 personnes pour lesquelles on a pu justement essayer de comparer les indices donc, de stéatose hépatique à l'intérieur de cet échantillon. Donc, voir comment est-ce qu'ils se comportaient entre les deux, parce qu'en fait, les deux, j'irais même trois, parce qu'on a développé trois, pour voir lequel était le plus efficace pour détecter la présence de stéatose hépatique. À la suite de quoi, on a fait des analyses pour comparer, donc voir effectivement l'association entre la stéatose hépatique, donc le MASLD, avec le cancer colorectal. Et dans une troisième étape, on est allé chercher donc spécifiquement les gens qui ont développé un cancer colorectal, que l'on a apparié avec des témoins sains et que l'on a en fait étudié à l'intérieur, ça s'appelle une étude de cas témoins imbriqués, pour justement voir cette association entre le MASLD et le cancer colorectal. Donc, c'était une partie de plaisir. Très honnêtement, moi, je connaissais très, très peu de l'épidémiologie, puis ça a été une énorme découverte là-dedans. Beaucoup d'heures passées aussi derrière l'ordinateur pour essayer de comprendre ce que je faisais, mais en tout cas, c'était vraiment très fréquent. Et donc, après ça, donc, comme je disais, après avoir essayé de mettre ce dernier devis en place, on a revérifié donc l'association. Si je ne vous ai pas ennuyé, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jasmine Paquin, je suis candidate au doctorat et je suis également kinésiologue et physiologiste de l'exercice clinique accréditée de la Société canadienne de physiologie de l'exercice. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter mes résultats aujourd'hui, pas mal tous les résultats de mon doctorat, donc c'est une bonne partie. Puis je suis vraiment heureuse de voir que, c'est ça, Pascal me disait qu'il y avait un record de participation. Donc, moi, comme kinésiologue, c'est sûr que de savoir que les gens sont intéressés par l'exercice, je trouve ça extraordinaire. Là, ça me rend bien heureuse. Titre de ma présentation aujourd'hui, donc tolérance au glucose aigu en réponse à une séance d'exercice. Tiens, je regarde ici. Tolérance au glucose aigu en réponse à une séance d'exercice contre résistance de faible charge ou de charge élevée chez les femmes ménopausées, contribution de la capacité aérobie et de la composition corporelle. Donc, initialement, ma présentation était en anglais. Et là, évidemment, vu que je traduis, c'est toujours plus long que ça. Donc, je suis désolée pour le titre extrêmement long. Donc, sans plus tarder, allons-y. On sait que la ménopause, c'est une grande transition dans la vie d'une femme. Toutes les femmes vont le vivre là, à peu près vers l'âge de 52 ans. Et cette transition-là au plan hormonal implique une augmentation substantielle du risque de diabète et de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Et il y a certains changements qu'on peut voir au préalable là, avant que la transition s'amorce, notamment une diminution de la tolérance au glucose, un déclin de la masse maigre, une diminution des capacités physiques, par exemple la force musculaire et la capacité aérobie vont diminuer au cours de cette transition-là et par la suite.
Mais, heureusement, on sait que l'exercice contre résistance, donc l'exercice en musculation, est reconnu pour améliorer ces déterminants-là de l'homéostasie du glucose et de la condition physique, surtout par rapport à ce qui est fait aux muscles squelettiques. Donc, l'exercice contre résistance va vraiment modifier le métabolisme au niveau musculaire, va modifier la morphologie, la typologie, parfois même, etc. À cause de cette relation-là un peu théorique entre la masse musculaire et l'homéostasie du glucose, la recherche en exercice contre résistance, c'est surtout concentrée sur essayer de trouver les meilleures modalités pour faire gagner de la masse musculaire aux gens. Hein? Parce qu'on pensait, là, certains pensent encore, je reviendrai que une plus grande masse musculaire protège contre le diabète, hein, parce qu'on peut stocker plus de glucose dans la puce et tout ça. Les chercheurs se sont dit, OK, on va faire la recherche pour essayer de trouver c'est quoi la meilleure façon de faire gagner de la masse musculaire aux gens. Fait en sorte que les recommandations d'exercice actuelles sont un peu basées sur cette prémisse-là et sur les études qui sont allées dans cette direction. Donc, la majorité des grands organismes, soit en physiologie d'effort, ou soit en prévention des maladies cardiovasculaires ou du diabète, vont proposer de faire de l'exercice contre résistance. Bon, on voit comme ça le pointeur. Vont proposer de faire de l'exercice contre résistance de haute intensité et de faible volume. Donc, lever des charges relativement élevées avec peu de répétitions et on va proposer de faire une progression en intensité. Donc, au lieu de dire je vais augmenter la quantité disons, de répétitions que je vais faire, je vais augmenter le volume total de ma séance, moi, je veux faire ça plus intense. Je veux augmenter l'intensité. Toutefois, il y a de plus en plus d'évidences qui suggèrent plusieurs choses, notamment qu'il n'y aurait aucune association entre les gains de masse musculaire et l'amélioration de l'homéostasie du glucose chez la population générale. Par rapport à ça, notre équipe de recherche, ça fait très longtemps qu'on s'intéresse à cette question-là. Du lien réel entre la masse musculaire, les gains de masse musculaire avec l'entraînement contre résistance et une meilleure prévention du diabète. Donc, une prévention du diabète via une meilleure tolérance au glucose, une meilleure sensibilité à l'insuline. Et c'est une question autour de laquelle on a beaucoup tourné, là, nous, dans les dernières années. Là, on a vraiment pris tout en considération. On a observé, OK, est-ce que chez les femmes ménopausées, l'effet semblait-il inverse, etc. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs. On a même écrit une lettre, pas moi, notre équipe de recherche, une lettre à l'éditeur sur, est-ce que c'est peut-être la manière dont on rapporte la masse musculaire qui fait en sorte que la relation semble un petit peu nébuleuse. On s'est vraiment lancé dans un très gros travail par rapport à ça l'année dernière. On a décidé de faire une méta-analyse sur le sujet. Et dans cette méta-analyse-là, on avait 33 études qui comprenaient un total de plus de 1000 participants, composés de moitié hommes, moitié femmes. Bon, rapidement, la composition corporelle était mesurée avec des outils qui sont reconnus comme les gold standards, les mesures étalons. Et l'homéostasie du glucose était mesurée avec des tests très, très cliniques là, qui sont vraiment des challenges métaboliques, j'ai envie de dire. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que la majorité des études qui étaient dans notre méta-analyse utilisaient effectivement les fameuses recommandations habituelles, donc le 3,12 répétitions à 80% de 1 Il y avait un effet significatif de faire l'exercice contre résistance sur le gain de masse musculaire. Donc, pas de surprise ici, faire de l'entraînement en musculation chez la majorité des gens va occasionner un certain gain de masse musculaire. Et même chose pour la tolérance au glucose. Okay? Donc, faire de l'exercice contre résistance améliore le métabolisme du glucose. Ça permet de réduire, dans une certaine mesure, le risque de diabète de type 2. Toutefois, il n'y avait aucune association entre les deux. Donc, des analyses de méta-régression nous ont permis de voir que le gain de masse musculaire n'est pas un contributeur, dans les études qui ont été sélectionnées, n'est pas un contributeur de l'amélioration de l'homéostasie du glucose. Donc, c'est deux choses qui arrivent en parallèle, mais qui ne semblent pas avoir de lien statistique, du moins, là, l'une entre les deux. Aucune différence intersexe, donc le fait d'être homme ou femme n'a pas changé les résultats à ce moment-là. Et il n'y avait aucune différence sur la base d'un diagnostic de diabète de type 2 ou de l'âge. Donc, le fait d'être plus âgé ne change pas cette relation-là, ou en fait cette absence de relation-là, et le fait d'avoir un diagnostic de diabète, non. D'autres évidences suggèrent, c'est des choses qu'on a vues à de nombreuses occasions dans notre laboratoire, que la relation entre la masse maigre et l'homéostasie du glucose semble incertaine chez la population de femmes ménopausées. Certaines études à notre laboratoire suggèrent que ce serait inverse. Donc, les femmes ménopausées ayant une plus grande masse musculaire ont un moins bon contrôle glycémique ou une moins bonne tolérance au glucose. Et finalement, il y a plusieurs études qui suggèrent que, en fait, l'effet de l'exercice contre résistance sur le métabolisme du glucose
il est beaucoup plus associé à la quantité de travail que je vais faire, au volume d'exercices que je vais réaliser, beaucoup plus qu'à l'intensité. Et donc, ça, c'est des études qui suggèrent ça. Mais là, à la lumière de tout ça, là, considérant que bon, les recommandations sont basées sur aller chercher un gain de masse maigre, considérant que il n'y en a pas vraiment de lien entre la masse musculaire puis la prévention du diabète, et que les recommandations ne reflètent pas nécessairement une augmentation du volume, on peut se poser la question, est-ce que les recommandations actuelles sont adéquates pour la population de femmes ménopausées et est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui pourraient être plus appropriées? Il y a un cas échéant. Rapidement, les personnes qui ont été recrutées pour mon étude, mon projet doctoral, 12 femmes ménopausées en bonne santé, aucun diagnostic de diabète, pas de diagnostic de maladie cardiovasculaire non plus, pas d'hormonothérapie, non fumeuse, consommation d'alcool faible et ne rencontraient pas les recommandations d'exercice de façon générale. Donc, pas juste l'exercice contre résistance, mais de façon générale, c'était les femmes qui ne rencontraient pas les recommandations d'exercice pour la population générale, c'est-à-dire qu'elles ne réalisaient pas le fameux 150 minutes d'exercice par semaine. Ça ne faisait pas partie de leur routine. Et, très important, aucune expérience avec l'exercice contre résistance chez les participants. Mesure de départ, donc on a mesuré la tolérance au glucose à jeun avant de commencer l'étude. On a mesuré la force maximale afin de personnaliser les séances d'exercice, donc pour s'assurer que la personne levait un poids qui était en respect de ses capacités. On a mesuré, on a estimé la force maximale à l'aide de la technique du 5RM. On a fait un test de capacité aérobie maximale et finalement, on a mesuré la composition corporelle avec un ostéodensitométre, qui trouve à être l'une des, on veut, la méthode étalon pour la mesure de l'estimation, je devrais dire, de la masse maigre et de la masse grasse. On a fait une étude en chassé croisé. Le déroulement de façon générale, là, après un petit déjeuner qui était auto-standardisé, donc standardisé par les participantes elles-mêmes, elles ont réalisé dans un ordre aléatoire les 3 conditions suivantes. Donc, recommandation actuelle d'exercice contre résistance, le fameux 3x10. Recommandation ou de protocole alternatif, j'ai envie de dire, donc low weight high rep pour charge faible, grand nombre de répétitions. Et finalement, un 60 minutes de contrôle de repos passif. Et je dois vous dire, ce qui a été le plus difficile dans l'étude, ça n'a pas été de réaliser des séances d'exercice, mais de rester pendant un 60 minutes à rien, tranquille, à rien dire, pas parler. C'était très difficile pour nous également. Après chaque contrôle expérimental, on a réalisé un test de tolérance au glucose, donc qui consiste rapidement à ingérer un 75 grammes de glucose dans une solution liquide qui goûte très bon. Vraiment pas. Et finalement, à chaque 15 ou 30 minutes, là, en fait, pour la première heure, à chaque 15 minutes, on mesurait glucose et insuline. Et pour la deuxième heure, on mesurait à toutes les 30 minutes. Et cette méthode-là, en gros, c'est une méthode très technique, pas technique, pardon, clinique de la mesure de la tolérance au glucose. Et ça nous permet de dériver différents indices comme l'air sous la courbe du glucose ou encore le glucose à 2 heures, qui sont tous des indices cliniques de la tolérance au glucose, donc de la capacité de la personne à, si on veut, gérer une charge de glucose à un moment donné. J'ai oublié de changer mon titre en français, je suis désolée. Donc, lequel des 2 protocoles a le mieux fonctionné finalement? En fait, les 2 ont fonctionné, hein? Heureusement qu'il y a eu un effet de l'exercice sur la tolérance au glucose. Sinon, j'aurais eu pas de résultat pour mon doctorat, puis ça aurait été vraiment pas pratique pour ma thèse. Donc, je suis vraiment contente que les séances d'exercice aient occasionné une amélioration de la tolérance au glucose. Par contre, il n'y avait pas de différence entre les 2. Donc, autant faire haute intensité, faible nombre de répétitions, que basse intensité, grand nombre de répétitions, j'avais une amélioration qui était similaire dans les 2 cas, donc pas de différence significative. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la tolérance au glucose post-exercice n'était pas différente de la tolérance au glucose à jeun. Donc, c'est un peu de dire que le fait de faire de l'exercice, d'un point de vue du métabolisme énergétique, ramène un peu l'état à jeun pour ce qui est de la tolérance au glucose. Et là, ici, on parle d'une séance d'exercice contre résistance, donc bien sûr, il faut mettre ça en contexte. La question que beaucoup de gens se posent, est-ce que les 2 séances étaient de volume équivalent? La réponse est non. Okay? Nous, on n'a pas tenté, on n'a pas essayé de faire en sorte que les 2 séances soient équivalentes en termes de volume d'exercice, ce qui est quelque chose de très difficile à faire en exercice contre résistance, soit dit en passant. Mais bref, il y avait une différence entre les 2 séances d'entraînement. C'est-à-dire que la séance avec, c'est un peu contre-intuitif, mais la séance avec des plus faibles charges a occasionné un plus grand volume d'effort total, un plus grand volume d'exercice total. Okay? On pourra peut-être parler dans la période de questions des hypothèses de pourquoi c'était ça. Ceci dit, il n'y avait aucune association entre la quantité de travail qui a été fait
et la tolérance au glucose. Donc, dans ce contexte-ci, le fait de faire un plus grand volume, de soulever un plus grand... on quantifie ça avec le poids total soulevé, donc les livres, littéralement, de charge sur un titre soulevé. Ce n'est pas associé à une tolérance au glucose qui est différente. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la perception de l'effort n'était pas différente de façon statistiquement significative entre les deux séances d'exercice. Donc, même s'il y a eu une des deux séances qui a occasionné, en théorie, un plus grand effort, les participants n'ont pas perçu que c'était significativement plus difficile. La question de départ, est-ce que ça change quelque chose de la masse musculaire pour la tolérance au glucose post-exercice dans ce contexte-ci? Eh bien, non. Dans le contexte, en fait, dans notre étude, il n'y avait aucune relation entre la tolérance au glucose et la masse maigre, que ce soit en conditions postprandiales, donc dans la condition contrôle, ou encore post-exercice. Toutefois, à jeun, donc quand on a fait le test de tolérance au glucose initial, la première fois, on a fait la corrélation entre l'air sur la courbe du glucose et la masse maigre. Et bien qu'on ne voit pas quelque chose qui rencontre la fameuse règle du P.05, il y a quand même quelque chose de pas statistiquement significatif, mais potentiellement pertinent sur le plan physiologique. Parce qu'on voit que, je ne peux pas pointer, je trouve ça un peu... Prendre la flèche, la souris, si tu veux. Comme ça, les gens en ligne aussi vont voir. Parce qu'on voit ici que la relation, on voit ici qu'il y a peut-être une participante qui potentiellement tire, si on veut, la moyenne un petit peu plus vers le haut. Ce qui fait que, on s'approche du 0.07, ça veut, on a un petit échantillon, peut-être qu'il y a quelque chose de pertinent d'un point de vue physiologique de ce côté-ci. Finalement, quels sont les paramètres de la condition physique qui semblent contribuer à la tolérance au glucose? C'est quoi la masse musculaire? La relation qu'on a vue la plus claire entre la condition physique et la tolérance au glucose, c'est avec la capacité aérobie. Okay? C'est donc de dire que c'est les participantes qui avaient la plus haute, la plus grande capacité aérobie, la plus grande capacité cardiovasculaire, qui avaient la meilleure tolérance au glucose, que ce soit à jeun, postprandial, donc après un repas, ou post-exercice. Et cette relation-là était forte dans les 4 conditions d'exercice et de contrôle, et finalement, aucune relation entre la force maximale et la tolérance au glucose. Donc, c'était vraiment la capacité aérobie le meilleur contributeur sur le plan statistique du moins. Quelques petits messages emportés à la maison, donc take-home messages, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais bref, les 2 stratégies d'entraînement contre résistance ont fonctionné. Okay? Donc, potentiellement que ces 2 stratégies-là peuvent faire partie d'un programme d'entraînement qui est adéquat. Donc, on n'est pas obligé de faire l'un ou l'autre. Peut-être qu'on peut faire les 2 pour aller chercher des qualités physiques différentes. En fait, peut-être que ça pourrait être complémentaire, quelque chose qu'il faudrait étudier. Et finalement, la relation entre la masse maigre et la tolérance au glucose est beaucoup moins claire que ce qu'on croyait jusqu'au départ, avec nos résultats, mais aussi avec les résultats de notre méta-analyse. La capacité aérobie, tant qu'à elle, semble être un meilleur contributeur de la tolérance au glucose. Et sur une note plus personnelle, moi, je pense que le plus gros apprentissage que j'ai fait d'un point de vue personnel de mon projet doctoral, c'est que de travailler avec des femmes ménopausées qui n'avaient jamais fait d'exercice contre résistance, qui ne pensaient pas qu'elles étaient aussi fortes qu'elles l'étaient, même si je les ai rencontrées juste à quelques reprises, j'ai vu un gain de confiance en soi et de confiance en ses capacités à travers l'étude, des fois même à l'intérieur d'une même séance. Et je pense qu'on plaide, là, nous, à l'UT56, pour que l'exercice contre résistance soit plus accessible pour la population âgée. Et c'est quelque chose qui fait du bien. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai constaté. Merci!